Poursuivons notre matinée spéciale sur Radio J consacrée aux attentats de janvier 2015 et après avoir évoqué donc ces 3 jours d'horreur entre le 7 et le 9 janvier, nous allons consacrer à présent une page d'histoire comme nous le faisons tous les matins à 6h20 à Charlie Hebdo. Et oui, des débuts de sa parution aux événements les plus importants en passant par les menaces islamistes dont le journal a fait l'objet ces dernières années. Nous allons vous raconter en compagnie de Christophe Dard toujours l'histoire d'un journal que l'on peut considérer comme le plus impertinent et insolent dans le paysage de la presse française. Et il faut remonter à l'année 1960, Christophe, pour trouver les prémices de Charlie Hebdo à la création d'un journal qui s'appelle Harakiri. Exactement, Harakiri, en septembre de cette année-là, pour la première fois en kiosque, donc Harakiri mensuel, 10 000 exemplaires, un petit format, 1,90 franc, vendu à la criée dans les rues. Je crois qu'aujourd'hui ça se fait plus d'ailleurs, ce genre de choses. 2 hommes à l'origine de cette parution. D'abord Georges Bernier, 31 ans, et puis François Cavana, 37 ans, qui lui est le rédacteur en chef de la nouvelle publication. Alors les 2 hommes s'étaient rencontrés dans un magazine humoristique, Zéro, devenu Les Cordées en 1958. Écrivain et dessinateur, Cavana a côtoyé Bernier, qui en fait était colporteur et chef des ventes, et qui abandonnera bientôt son nom de famille pour prendre le pseudonyme de Choron, le professeur Choron, en référence en fait à une rue du 9e arrondissement. Et cette rue, c'est tout simplement celle où se situent les locaux du nouveau journal. François Cavana veut alors créer l'équivalent français du magazine satirique américain Mad, créé quelques années plus tôt à New York par l'éditeur de comics William Gaines et par le dessinateur Harvey Kutman, un juif américain qui va influencer d'ailleurs de nombreux dessinateurs du monde entier. Oui, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, qui adorait la bande dessinée et qui en parlait tous les matins à 9h-10. L'idée, c'est en effet, comme dans Mad, d'avoir un ton sarcastique pour dépeindre la société et en même temps laisser une très large place au dessin. On retrouve d'ailleurs cette alliance du dessin et de cet humour ferrant sur les couvertures. Celle du premier numéro de Harakiri mensuel montre en effet un samouraï éventré sur fond rouge et cette légende, Oni soit qui mal y pense. À partir du numéro 3, Harakiri est vendu en kiosque à Paris, puis progressivement dans toute la France. Harakiri commence à se faire alors une réputation dans le milieu de la presse et attire de jeunes dessinateurs, Roland Topor, Georges Blondeau d'IGB, Georges Wolinski ou bien encore Cabu. Et oui, ils étaient là déjà dès cette époque. La plupart dessinent dans quelques journaux, mais c'est vraiment dans Harakiri qu'ils ont toute leur liberté avec leur propre style. Et un jour, un courrier est déposé à la rédaction et un lecteur y écrit « Vous êtes bête ». Et non seulement vous êtes bête, mais vous êtes méchant. Et Harakiri, du coup, mensuel, adopte alors comme sous-titre le journal Bête et Méchant. C'était encore un courrier sympathique par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, ça serait sur Twitter et dans les 15 000 qui vous. Mais je trouve ça mignon, vous êtes bête et vous êtes méchant. Oui. C'est... Surtout qu'on ne sait pas si c'était vraiment. Il y a peut-être une part un peu de légende là-dedans. Peut-être. Donc, voilà. En tout cas, le succès est au rendez-vous pour Harakiri, mais la publication est surveillée de très près par les autorités chargées de la censure. En 1961 et 1966, il est interdit, puis reparaît au bout de quelques mois, sans pour autant s'assagir, n'hésitant pas à mettre en couverture des photographies de femmes dénudées, mais pas intégralement non plus pour éviter de nouvelles sanctions. Et oui, ils sont quand même assez malins. Le journal qui se vend alors à plus de 200 000 exemplaires et qui symbolise en fait ces années post-mai 68, synonyme de liberté. En 1969, un hebdomadaire et un mensuel dédié à la bande dessinée sont même créés. Et le 13 novembre 1970, ça c'est une date importante, c'est on va dire le scandale de trop. Pourquoi ? Parce que 4 jours après la mort du général de Gaulle, il faut quand même s'imaginer à l'époque ce qu'était le général de Gaulle pour les Français. Harakiri ose titrer en une « Balle tragique à Colombay ». Vous savez, c'est là que vivait le général de Gaulle. Voilà, Colombay, les 2 églises. Balle tragique à Colombay, un mort, en référence donc à la mort de l'homme du 18 juin, qui était vraiment la statue du commandeur, et en même temps à l'incendie d'un dancing quelques jours plus tôt qui avait coûté la vie à 148 personnes. Alors la réaction immédiate du pouvoir, ça ne passe pas du tout. Le journal est interdit et même si la presse et des personnalités se mobilisent, il y a vraiment eu un gros mouvement à l'époque, et bien le gouvernement de l'époque ne fait pas totalement machine arrière. En tout cas, pour contourner l'obstacle, l'équipe de Harakiri crée un nouveau journal. Il ne se laisse pas faire. Charlie Hebdo, justement. Le premier numéro qui paraît le 23 novembre 1970 et avec un titre en une pour le moins ironique. Il n'y a pas de censure en France. Malgré ce changement de nom, la nouvelle publication reste fidèle à son humour noir, à sa moquerie cynique des puissants, des militaires, des politiques, des religions, engagés très à gauche, anticlérical et antimilitariste. Eh bien, Charlie Hebdo publie des unes aux couleurs vives et au titre
choc, comme par exemple ce 15 octobre 1973, on est sur Radio J, donc parlons-en, en pleine guerre du Kippour, sur le dessin de couverture, on voit en fait juste les bottes d'un soldat israélien, on le devine avec l'étoile de David dessinée sur la botte, et celle d'un soldat arabe, un croissant qui a été dessiné sur l'une des bottes le montre, et en fait ces paires de bottes se font face à face, on voit des mouches qui volent autour, donc on comprend évidemment que les deux sont morts, et le dessin a pour titre « Premier bilan, les morts ont perdu la guerre ». En 1971, en plein mouvement féministe, 343 femmes revendiquent dans une tribune publiée dans le Nouvel Obs avoir avorté, ce qui était alors un délit. Et à sa manière, Charlie Hebdo encore participe au succès de ce manifeste qu'Abu le nomme Manifeste des 343 salopes, un terme encore désigné aujourd'hui pour qualifier cette tribune. Et à la fin de l'année 1980, c'est encore Charlie Hebdo aussi qui fait parler de lui en publiant la profession de foi de Coluche, l'humoriste candidat lors à l'élection présidentielle et qui se définit, je cite, comme le seul candidat qui n'a aucune raison de vous mentir. C'était une autre époque. Alors en 1982, en raison de soucis financiers, Charlie Hebdo cesse de disparaître, mais renaît 10 ans plus tard, en 1992. L'équipe comprend des anciens, Cavanac, Abu, Ciné, Volinsky, Honoré, et une jeune génération également, Riss, Charb, Luz, Tinius, dirigés tous par un certain Philippe Val. Et dans les années 1990, Charlie Hebdo s'engage contre le Front National. Le journal organise des manifestations contre le FN, notamment dans les villes gérées de manière chaotique par le parti d'extrême droite. Lance aussi une pétition pour réclamer la dissolution des partis qui recueille jusqu'à 173 704 signatures. C'était quand même il y a tout juste 25 ans. Et en 1998, Charlie Hebdo dépose de manière assez subtile la marque Front National auprès de l'Institut de la propriété intellectuelle. Et pourquoi ? Eh bien, pour rappeler que le terme Front National avait d'abord désigné un mouvement de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Le mercredi 8 février 2006, donc on est donc là bien plus tard, des caricatures du prophète Mahomet sont publiées après l'avoir été quelques mois plus tôt dans un quotidien danois. En couverture de ce numéro de Charlie, un personnage censé représenter Mahomet, désespéré d'être débordé par les intégristes, je cite, et qui soupire « C'est dur d'être aimé par des cons ». 487 000 exemplaires seront écoulés. Et c'est ce qu'on va appeler l'affaire des caricatures qui divise la société. Le 7 février 2007 s'ouvre au tribunal de grande instance de Paris un procès intenté par la Grande Mosquée de Paris, l'Union des organisations islamiques de France et la Ligue islamique mondiale, donc pour une fois d'accord sur un sujet, pour injure publique à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur religion. Le 22 mars 2007, Charlie Hebdo est relaxé, relax confirmé en appel un an plus tard. J'ajoute quand même, car c'est un chiffre intéressant, que le journal Charlie Hebdo a été envoyé 48 fois en justice entre 92 et 2015, soit environ une fois tous les 6 mois, mais relaxé dans la plupart des cas. Et puis il y a une autre affaire qui va également défrayer la chronique concernant le dessinateur Ciné, le 2 juillet 2008, le dessinateur qui critique l'arrivisme de Jean Sarkozy, le fils du président de la République, et qui se moque plus précisément de la possible conversion au judaïsme de Jean Sarkozy. Ciné est licencié. S'en suivront plusieurs procès. Charlie Hebdo sera condamné pour licenciement abusif. L'antisémitisme qui a toujours été un combat à Charlie Hebdo, pas plus tard d'ailleurs qu'en avril dernier, où il dénonce la décision de la Cour de cassation rendant pénalement irresponsable Kobili Traoré, le meurtrier de Sarah Halimi, compte tenu de l'abolition de son discernement. Dans un dessin signé Félix, on peut voir un terroriste islamiste armé d'un couteau s'allumer une série de joints à l'aide d'une menorah dont les 7 bougies s'illuminent. Le dessin est légendé de l'inscription « Faut-il dépénaliser l'antisémitisme ?» Le 31 octobre 2011, Charlie Hebdo publie un numéro spécial Charia Hebdo. Quelques heures plus tard, dans la nuit du 2 novembre, les locaux du journal seront incendiés au cocktail Molotov. Tout est détruit. La rédaction est hébergée quelques semaines dans les locaux du journal Libération, on s'en souvient, puis change souvent d'adresse jusqu'à s'installer dans le 11e arrondissement de Paris. Le directeur de la publication de Charlie Hebdo, Charb, est désigné par Al-Qaïda parmi des personnalités recherchées mortes ou vives et se déplace avec des gardes du corps, comme d'ailleurs d'autres membres de l'équipe. C'est ce que racontait Cabu au micro européen de Benjamin Pétrover en 2012. Riss, Charb et Luz sont toujours protégés par 2 policiers chacun. Il y a toujours des menaces de mort. On essaye... non, justement, c'est notre boulot quand même de maintenir une charge contre toutes les idéologies, parce qu'on prend ces religions comme des idéologies. On doit pouvoir critiquer. On continue à le faire, évidemment, mais... on va pas se prendre pour des héros non plus. On essaie de faire rire d'abord. On est toujours étonné parce que on veut faire rire et on nous menace de mort. C'est quand même. Mais je pense qu'en France, on peut encore rire de tout. On n'est pas en Iran, on n'est pas en Corée du Nord. Vous voyez, il faut maintenir ce niveau d'esprit critique.
qui a bu donc 3 ans avant l'attentat. Ça n'a pas empêché Charlie Hebdo de se battre jusqu'au bout contre l'islamisme. Par exemple, ce dessin de Charbot, combien prémonitoire, le 7 janvier 2015, le jour de l'attentat, titré « Toujours pas d'attentat en France », on voit un islamiste armé déclarant « Attendez ». On a jusqu'à la fin janvier pour présenter ses vœux. Merci beaucoup Christophe Dard pour cet hommage et cette histoire de Charlie Hebdo, matinée spéciale consacrée aux attentats de janvier 2015 de Charlie de Montrouge et de l'Hyper Cacher. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h.